CPPEVI, ça peut peut-être vous intéresser. L'émission qui essaie, sans agresser, avec notre chroniqueuse et nos chroniqueurs, Nathalie Bonneau, qui, avec sa voix, si tu peux, nous dévoile tous les jours les secrets de la voix chantée à travers une chanson mystère. Floréal Daniel, il cherche continuellement le motif dans le tapis. Et sans oublier les matins pop et le piano de Moreno Andreatta. It's wonderful, it's wonderful, good like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. C'est PPEVI avec votre serviteur Eddy Marcel, celui qui ne fait pas dans la dentelle. Yeah, c'est bon. En direct et en public du studio bar de la Vieille Pérotine. Bonjour, ce vendredi nous parlons du spectacle Dystopie positive de Florence Delorme par la compagnie La Particule d'Annecy, mise en scène de l'auteur. Mais tout de suite, la rumeur publique. Tous les jours, notre reporter Laurent Mandex parcourt l'île à la recherche de spectateurs qui parlent de théâtre. Quel est le premier souvenir que vous avez d'un spectacle, là, que vous avez vu et qui vous a marqué? Alors, je me rappelle pas. Je me rappelle pas, et je vais pas au concert et je suis un peu agoraphobe. Ah, d'accord. Donc, j'aurais du mal à vous donner un témoignage de quoi que ce soit. Vous n'allez pas au spectacle jamais voir une scène, c'est rare? C'est rare. Parce que la foule vous fait peur? Ben oui, et mon mari est pareil, donc comme ça, on s'entraîne pas l'un l'autre. Vous le regrettez ou... Non, pas du tout, non, pas du tout, parce que on peut voir beaucoup de choses sur les médias et les concerts à la télé, ou voilà. Ah, les maris. Nous accueillons notre invité du jour, le comédien Guillaume Wouters. Il est magnifique. Merci. Bonjour Guillaume. Bonjour Eddy. Guillaume. Eddy. Alors, Guillaume est là devant moi. Il porte une petite barbe qui lui donne un certain charme méditerranéen. Lui, l'homme de la Haute-Savoie, n'est-ce pas? Il a un t-shirt bleu comme toute son équipe. D'ailleurs, ils sont tous en bleu. C'est pour supporter l'équipe de France de football? Exactement. On aime les Schtroumpfs aussi. Il va être opposé à la Belgique et je crains énormément. Ouais. Voilà. Il a un Bermuda et voilà, il est en tenue d'été. Et pourtant, il fait un petit peu plus froid aujourd'hui. Guillaume Wouters, avant de parler de vous et de votre spectacle Dystopie positive, eh bien, votre biographie. Allez. C'est la rubrique 100% bio. Guillaume Wouters, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 15 avril 2012? Non. Je vais vous aider. Merci. 5h37 minutes 14 secondes. Je vais vous aider. Donc c'est votre performance au Marathon de Paris. Vous arrivez à 3h32 minutes 02 secondes du Kenyan Stevie Watts. À l'heure où vous franchissez la ligne, ce dernier était déjà retourné à Nairobi. Du coup, contrairement à Isabelle Louise Michel, Clément Durocha et Landry Galpin, vous n'êtes pas sélectionné pour les JO de Londres. Mais qu'importe le but du voyage, l'important, c'est le trajet. Telle est votre devise, et l'on verra dans votre métier d'ingénieur de recherche l'importance qu'elle prend. Guillaume Wouters, vous êtes un homme de destin. D'Uchronie en dystopie, deux types de récits de fiction, l'un ayant son point d'attache dans le passé, l'autre dans un futur onirique négatif, sauf pour Florence Delorme et vos complices de la particule.
Pour vous, l'Uchronie de votre marathon vous entraîne vers un avenir au déterminisme incertain de type Floréal Daniel, où les nuages, d'abord accumulés, se dissipent vite sous le vent de votre volonté. En ce qui vous concerne, foin de la dystopie, vous optez pour une réalité future plus glorieuse. Vous laissez donc tomber la course à pied et vous mettez à l'autostop pour parcourir l'Europe. C'est la pénitence que vous infligez à vos pieds pour vous avoir trahi lors de la course prestigieuse. Dans chaque ville traversée, vous vous faites inviter chez l'habitant, vous devenez un parfait pique-assiette. Toutefois, vous n'omettez pas de laisser à chaque hôte un de vos célèbres reblochons fermiers, avec le cachet rouge, les seuls authentiques, vous êtes impitoyable envers les contrefaçons. Après avoir ainsi dispersé vos produits laitiers aux quatre coins de l'Europe, vous rentrez en France, traqué par les services secrets de chaque pays traversé pour terrorisme fromager, vos fromages non consommés dans le délai de péremption explosant, provoquant des dégâts irréversibles. Du coup, la France décide d'armer l'Ukraine bien plus tôt qu'on ne le pense. Votre organisation sera qualifiée de bande à vouters et vous dénommez le vautour puant, de l'étymologie du nom vouters, vautour, combiné à l'odeur de vos bombes fromagères. On ne vous attrapera jamais. De ce lourd passé, dû, rappelons-le, à votre échec au marathon, vous faites table rase et rentrez au CNRS, au laboratoire de recherche sur les particules d'Annecy. La couverture est parfaite. Et vous ne conserverez de votre jeunesse tourmentée qu'un sens aigu de la philosophie qui justifie votre penchant pour la recherche fondamentale et non appliquée, à l'inverse de Durocha, ma potiche d'hier soir. Recherche fondamentale que vous résumez d'une phrase pour rassurer le contribuable. Je prends les sous et c'est tout. Cette maxime partagée par tout votre labo conduira vos complices à monter la troupe de théâtre La Particule, dont Cyril Rancourt sera le parrain originel et dont le thème fondateur, pour rassurer Laurent Weinhardt, est « Je prends les sous du KS et c'est tout ». Vous avez de la suite dans les idées. Du tour d'Europe au laboratoire familial d'Annecy, parce que vous êtes une grande famille très unie, comme cela a pu se deviner dans votre spectacle, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, vous établissez ainsi le lien entre recherche, philosophie et théâtre, et toute votre réflexion aboutit à une création, que nous avons vue hier soir, rare mais riche chez les amateurs, en tout cas celle de Florence Delorme, votre IPA, à vous. Non, Durocha, ce n'est pas une marque de bière, mais une intelligence pas artificielle, qui a visiblement séduit le public d'hier soir et de ce studio. L'homme est-il bon? Serez-vous sauvé, Guillaume Wouters, vous, le Reblochon et Laurent Mandex en 2460 ? Qui peut le dire aujourd'hui? Quelle est la solution? Merci. Guillaume Wouters, est-ce que le théâtre vous a sauvé? Ah oui, sans doute. De quelle manière? Le théâtre permet de réfléchir, de prendre du recul sur beaucoup de choses. Le théâtre permet de se comprendre, de mieux se comprendre. À l'origine, si j'ai commencé le théâtre, c'était plus pour l'aventure, pour découvrir quelque chose. Mais au fur et à mesure, on réfléchit, on partage, on vit des choses. Et tout cet ensemble de choses fait philosopher, tout simplement. Comment vous compareriez le théâtre avec votre métier au sein du laboratoire? Puisque le théâtre, vous le faites intimement au sein de votre laboratoire. Oui. Alors, dans notre laboratoire, comme tu l'as dit, on fait de la recherche... Moi, je vous vois, il n'y a pas de problème. Comme vous l'avez dit, on fait de la recherche fondamentale. Donc, la recherche fondamentale, c'est une base de connaissances extrêmes pour aller chercher ce qu'on ne connaît pas. Et le théâtre, c'est un peu pareil. Il y a une culture de base à connaître. Et à partir de là, c'est l'imaginaire qui s'élance. Et on va vers l'inconnu et on crée. Ensemble. Ensemble. C'est important. Hein, oui, ensemble. Ensemble est très important. Oui. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Hein. Vous êtes beaucoup plus clair que certains de mes invités précédents. On va bien sûr revenir sur votre spectacle. Vous savez que dans notre émission,
On a quelques respirations aussi, parce que le public, il ne peut pas écouter un discours intellectuel très long. Donc il faut un petit peu le distraire. Mais ce n'est pas dévalorisant pour notre ami Moreno qui nous parle de sa rubrique Matin Pop d'aujourd'hui. De quoi vous allez nous parler, Moreno? Mamma mate 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 pop mate pop. Mamma mate 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 pop mate pop. Yeah. Alors, bienvenue à la rubrique Matin Pop, les mathématiques et la musique. De quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Alors, c'est l'Omupo, non? C'est pas ça? Hein? L'Omupo? L'Omupo, oui. L'Omupo. Effectivement, en réfléchissant un peu à ce qu'on a écouté hier, Florian nous a parlé de la bibliothèque des Borges. Et donc, moi, ça m'a fait penser aux contraintes. Les contraintes dans l'art, les contraintes inconscientes parfois, mais les contraintes aussi voulues, cherchées. Et donc, s'il y a un mouvement qui a vraiment bâti toute sa philosophie de l'art sous les contraintes, c'est bien l'Oulipo, l'ouvroir des littératures potentielles. Donc, je vous rappelle, c'est le petit collectif qui s'est réuni autour des mathématiciens. On avait Raymond Queneau, mais on avait aussi Georges Perec, avec donc la vie de mode d'emploi ou la disparition. Il y avait Italo Calvino de l'Italie. Donc lui, il s'amusait à tirer des tarots, tirer les cartes et faire les châteaux de destin croisés, construits à partir du jeu des tarots. Alors, c'est en particulier Raymond Queneau qui m'intéresse parce que il a écrit 100 000 milliards de poèmes. Je ne sais pas si vous connaissez les principes. Vous prenez un petit livre, vous partagez une petite tranche et vous écrivez une phrase dans chaque tranche. Donc imaginez que les livres à 10 pages, vous avez 10 tranches. Dans chaque tranche, vous écrivez une phrase. Eh bien là, vous avez 10 puissance 10, c'est-à-dire 10 fois 10 fois 10 fois 10. Ça fait 100 000 milliards de possibilités. D'histoire, donc. D'histoires possibles, des poèmes possibles. C'est-à-dire plus que ce que vous pouvez lire dans une vie entière. Si vous commencez maintenant, on ne va pas y arriver. Et tout est dans un livre. Et c'est pareil pour la musique. Donc ça, c'est pareil pour la musique. On peut faire des expériences décontrantes. Justement, l'Oulipo, c'est ce qu'on essaye de faire avec un petit collectif de musiciens. Donc l'ouvroir des musiques potentielles. On fait des musiques potentielles à partir des contraintes. Alors il y a plusieurs contraintes. Il y a le jeu du cavalier, par exemple. Imaginez la pièce du cavalier qui bouge à elle. Donc si vous mettez sur une case, le cavalier est capable de faire le tour de toutes les cases de l'échiquier et revenir au point de départ sans passer 2 fois par la même case. Les mathématiciens arabes avaient déjà découvert ça, mais c'est Euler, l'inventeur de la théorie des graphes, qui formalise et qui démontre que c'est effectivement possible dans un échiquier 8 x 8. Si c'était 7 x 7 ou 9 x 9, ça ne serait pas possible. Alors, en musique, l'échiquier musical, c'est un réseau qu'on appelle les tonnettes. Imaginez, on dispose les accords et on transite d'un accord à un accord, comme il fait les cavaliers. Alors, est-ce qu'on peut faire des musiques qui font le tour de toutes les tonalités? Oui. Alors, je vous donne un petit exemple. Donc, laissez-vous emporter. Là, on voyage. Et on est revenu au point de départ. On a fait le tour des 24 accords, 12 majeurs, 12 mineurs. On ne s'est même pas rendu compte. C'est la balade en bateau. Voilà, ça c'est une petite contrainte qu'on peut mettre dans la chanson pour faire ce que j'appelle les chansons hamiltoniennes, parce qu'on est dans la théorie des graphes. Hamilton a formalisé tout ça très bien. Mais là, je voulais vous proposer, pour terminer, un petit exercice umipien. Donc je prends une phrase. Una volta soltanto una storia d'amore finisce, pour Raymond. Vous pouvez répéter. Traduit, une fois, rien qu'une fois, une histoire d'amour se termine. À partir de cette phrase, je vous construis une petite chanson. Alors, je l'écris en italien, mais un membre de l'Oulipo, Étienne Lecroard, aussi de l'Oubapo, l'ouvroir des bandes dessinées potentielles. Il ne faut pas oublier, on peut faire de la bande dessinée avec des contraintes. On tourne une page sur 2 et on a une histoire, on la coupe à moitié, on la lit de l'envers. Donc, il y a plein de possibilités. Étienne Lecroard a traduit en français, et donc ça fait une fois, rien qu'une fois, une histoire d'amour se termine. Écoutez bien, et vous me dites si vous arrivez à comprendre aussi la contrainte en plus. Alors, il y a une phrase, c'est une chanson sur une phrase. Et ça fait comme ça, une fois, une histoire d'amour, rien qu'une histoire.
Une histoire d'amour, rien qu'une histoire d'amour. Une histoire, rien qu'une histoire. Rien qu'une histoire d'amour. Rien qu'une fois, rien qu'une histoire d'amour. Un amour, rien qu'une fois, rien qu'une histoire d'amour, rien que ça. Une histoire d'amour, rien qu'une fois, une histoire. Un amour, rien qu'une fois, un amour ne se termine, rien qu'une fois. Une histoire d'amour ne se termine, rien qu'un amour, une fois, rien qu'une fois, une histoire d'amour se termine. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris la contrainte supplémentaire? La mélodie s'est réduite à une note. Une fois, une histoire d'amour. Rien qu'une histoire. Tout est sous une note. La mélodie minimale, ce qu'on peut faire avec une phrase, plein d'accords et une seule note. Et c'était... Mate pop, mamma mate pop, mate pop, mate pop, mamma mate pop, mate pop, mate pop, mamma mate pop, mate pop, yeah. Guillaume Wouters. Ouais. Je suis désolé, mais je n'ai pas aimé Dystopie positive. Et j'ai 3 raisons. J'imagine. Bien sûr. Ah, vous en doutiez? Ouais, oui. Ah oui, vous me connaissez bien. Je n'ai pas aimé Dystopie positive. Premièrement, je n'aime pas la tartiflette. Ok. Deuxièmement, qu'est-ce qui me prouve que je ferai partie des sauvés de l'humanité, puisqu'étant mal rémunéré par mon employeur Laurent Bolloré-Mandex, je ne paye pas d'impôts, ne suis donc pas un contribuable crédible et ne présente aucun intérêt au regard de la philosophie de votre laboratoire, qui est, je vous le rappelle, je prends tes sous et c'est tout. Je doute donc de pouvoir bénéficier de votre solution. Ouais, moi aussi. Troisièmement, je n'aime pas la recherche fondamentale, car elle ne constitue qu'une répétition à l'infini. Vous vous rendez compte si le KS vous payait et que vous ne produisiez jamais votre spectacle? Comment ferait Laurent Bolloré-Mandex pour justifier l'emploi fictif de son épouse s'il n'y avait plus à cause de vous de festival? Si le théâtre lui-même devenait fondamental, comme votre recherche, cela voudrait dire qu'il n'y aurait plus de production théâtrale? Qu'on se ficherait du but du voyage? Que l'important ce serait le trajet? Bon, après tout, pourquoi pas? Vous avez peut-être raison, Wouters. Le théâtre comme la recherche n'ont pas toujours besoin de justifier de leur rentabilité. Tous deux élèvent l'être humain. C'était ça, la solution? Est-ce que la solution est une solution? Est-ce qu'il y a une solution? Bon, vous avez fait un appel au public, là, de toute façon, à la fin du spectacle. À la fin du spectacle, on a fait de la dérision quelque part. Parce que, est-ce qu'il y a une solution? On a fait comme s'il y avait une solution, mais finalement, est-ce que la solution ne se trouve pas tout au long de la pièce? Est-ce que, une fois qu'on a vu que la destination n'était pas le plus important, est-ce que c'est pas le chemin qui est tout ce qu'on raconte durant la pièce, qui est à mettre en avant et à réfléchir? Et c'est marrant parce que du coup, tout ce qui s'est passé depuis le début du festival, tout ce côté absurde qu'on a vu dans beaucoup de pièces, se retrouve aussi dans notre pièce, mis en avant par l'absurdité de l'humanité. Et j'ai beaucoup aimé la comparaison que nous a fait Floréal avec la peinture impressionniste, qui dit qu'on commence par des petits points, qui va permettre, à force de petits points, de comprendre l'absurdité. Et finalement, c'est peut-être un peu pareil, ces actions isolées de chacun, qui va permettre de sauver l'humanité, sont des actions isolées au début. Mais si tout le monde s'y met, si tout le monde rajoute sa touche, on pourra peut-être apercevoir le tableau final de la planète et l'humanité sauvée.
Donc la solution, elle est peut-être après le spectacle et vous la laissez choisir, décider par le spectacle. La solution est en chacun de nous sur des actions isolées. Voilà. Donc vous voyez que finalement le théâtre continue à la fin du spectacle. Et le théâtre est éternel. Le théâtre est éternel. Comment se sont passées les répétitions ou la création du texte? Je crois que vous avez beaucoup discuté. Ouais. Florence Delorme, qui est votre metteuse en scène, à qui on pourra tendre un micro éventuellement si elle veut prendre la parole, s'il y a un micro. Florence Delorme, elle est là, elle est en bleu, elle aussi, elle est en complète symbiose avec son équipe. Et Florence Delorme, donc vous avez proposé un texte, vous avez proposé ce texte, enfin, ou du moins Canva au départ à votre équipe, et ils en ont discuté, et puis vous l'avez modifié au fur et à mesure. Ouais, on est parti. Alors, je suis arrivée avec une idée, vraiment de départ. J'aurais dit, j'ai envie de parler de est-ce que l'homme est bon ou mauvais, parce que voilà, on sait toujours pas répondre vraiment à ça. Enfin, moi, j'ai ma réponse, mais Ah, c'est quoi? pour moi, on a tout en nous, et puis après, la vie fait. Pour moi, on est bon, mais voilà, je suis plutôt optimiste. Et puis. Je leur ai proposé l'idée, ils ont tout de suite bien accroché. Après, on a énormément discuté sur si on montait une pièce là-dessus, mais de quoi on parlerait, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans une pièce. Puis petit à petit, on a dérivé sur de quoi on a envie de parler là aujourd'hui. Et alors, on a beaucoup philosophé, on a passé beaucoup de temps à tous, à chacun notre tour, s'exprimer sur ce qui comptait pour nous, ce qui était important pour nous. Et puis petit à petit, l'idée a germé. Et il y avait un problème qui m'est apparu assez vite. On ne peut pas se permettre de... On ne va pas critiquer les gens alors qu'on en fait partie. Et c'est là qu'est venue l'idée des 4 siècles d'écart, pour pouvoir se permettre de dire des choses sans dire aux gens, vous êtes des cons, parce qu'on est des cons. Nous aussi, on est dedans. Et voilà, c'est comme ça qu'est née la distance temporelle. J'oublie sûrement plein de choses. Guillaume Bouters, est-ce que le texte a évolué au fur et à mesure de vos discussions? Et alors, l'idée a évolué au fur et à mesure des discussions. Ensuite, un début de texte est apparu, qui a lui aussi évolué. Oui. Et le texte s'est construit au fur et à mesure de ce que Florence nous apportait. Donc les idées étaient réfléchies ensemble. Florence nous écrivait quelque chose, on le jouait. Et on discutait de comment on voulait faire évoluer. On est arrivé aussi face à ce mur à la fin. Une fois qu'on avait une bonne partie du texte, on était là, waouh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on finit? Et là, on est reparti sur des heures de discussion pour à la fin se dire, en fait, il n'y a pas une solution. Donc comment montrer aux gens qu'il n'y a pas une solution? Et on est arrivé à cette solution. Mais voilà, c'est des réflexions vraiment de choses qui nous tiennent tous à cœur. On a la chance parce que tous, sans exception dans la troupe, nous sommes touchés et investis dans ces sujets. Et je remercie d'ailleurs l'ensemble d'entre eux, parce que les discussions qu'on a eues ont été très ouvertes. Chacun respectait l'autre, écoutait l'autre avant de donner un contre-argument et évoluer. Enfin, ça a été des discussions vraiment enrichissantes et qui ont amené à ce texte. Et grâce au talent d'écriture de Florence, voilà, on a eu quelque chose de... Ça, c'est l'avantage de travailler dans le même labo, de vous connaître parfaitement, quoi. Qui peut être un inconvénient aussi. Alors, des fois. Hein. On travaille dans le même labo, mais on ne travaille pas directement sur le même projet. Donc se connaître parfaitement, non. On se connaît à travers le théâtre, donc on se connaît parfaitement dans notre vie au théâtre. Mais on est ensemble depuis maintenant pas mal d'années, à part Servane qui vient d'arriver, mais qui s'est fondu dans le moule parfaitement. Donc oui, on se connaît bien, et c'est ce qui a permis aussi de pouvoir discuter de choses importantes comme ça. Est-ce que ça aurait été possible de faire une création collective comme ça? Enfin, bon, je sais que Florence, vous avez écrit. Mais s'il n'y avait pas eu cette unité dans la troupe, qui est pas forcément dans les autres, c'est pas une critique, mais c'est vrai que vous avez de la chance. On a eu déjà un laboratoire comme ça avant, vers Paris, là. Je sais plus, Suzanne Schusterman peut me le dire, hein? Orsay, oui. Non, j'en sais rien. Ce qui était vraiment bien, c'est qu'on n'a pas toujours été d'accord. Par contre, il y a un respect. Vraiment les uns des autres. Par exemple, il y a un moment, j'ai amené un texte et là, ça a bugué, quoi. Alors, on a gardé une grosse partie, mais ils m'ont quand même un peu obligé à couper des choses parce que j'étais allée beaucoup plus loin et parce qu'on n'était pas d'accord. Mais même quand j'ai amené... Les acteurs peuvent garder le pouvoir sur le metteur en scène? Non, mais ils ont fini par me convaincre. Ah, c'est bien ça. Ils ont fini. J'avais amené, ça sert à rien d'en parler parce que c'est sorti de la pièce, mais sur la fraternité, c'est quand même un concept que là j'ai amené, et là ça a un peu bugué pour certains.
c'est pas la fraternité, il y a une erreur. Il y en a qui m'ont carrément dit non, tu peux pas dire ça, la fraternité c'est hyper important. Et il a fallu que moi j'argumente comme une dingue. Et ils ont contre-argumenté, bref. Et il y a des choses que j'ai retirées à la suite de cette discussion parce qu'effectivement, ça méritait une autre pièce, quoi. Ça allait trop loin. Vous allez l'écrire, l'autre pièce. Peut-être. Mais j'allais un peu trop vite, un peu trop loin sur un concept qui était clair pour moi, mais qu'il ne l'était pas forcément. Et on est revenu à un consensus où on était tous d'accord. Ça, c'était le truc super agréable dans le travail, c'est que oui, c'est vrai qu'on a passé des heures à discuter sur cette pièce pour se convaincre les uns des autres de ce qu'on... Ça, ok, on le garde parce qu'on est tous d'accord. Là, ça fait consensus, ok. Et en tout cas, on voit bien que le problème du metteur en scène, c'est comme il n'est pas sur scène, il a beaucoup envie de parler à la place de ses acteurs aussi. Mais peut-être que mes chers chroniqueurs ont vu le spectacle. Vous avez vu le spectacle. Non, c'est formidable. Vous n'êtes pas partis avant la fin. Bon, alors peut-être que vous avez des questions, des réflexions là-dessus. Oui, Moreno. Oui, Moreno, oui. L'intelligence artificielle, voilà, ça fait partie des problèmes du quotidien maintenant. Enfin, ça nous soulève des questions. Donc, moi, la question que j'aimerais poser, c'est un peu quelle est la position du coup du spectacle par rapport à l'intelligence. Quel est le message finalement qu'on peut tirer, parce que c'est ambigu, c'est-à-dire qu'on n'a pas, voilà, très ambigu. Et ce qui nous fait réfléchir, c'est la place des données. Hein. Les données sont partout. ChatGPT travaille sous les données. Il n'y a rien d'intelligent. Il n'y a que la combinatoire. Et donc, en fait, forcément, parfois ça bug, parfois ça donne pas d'accès à un certain contenu, à une idée, un concept qui n'est pas répertorié parmi la combinatoire des mots. Et donc, votre position, ou la position de... Disons, le message par rapport à l'intelligence artificielle, ça serait quoi? Notre invité Guillaume Bouters, peut-être. Ouais, on en a beaucoup discuté, l'IA, c'est un sujet ultra important, mais est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui pour juger de l'IA, pour en parler? Alors, du coup, on l'a mis dans la pièce parce que c'est important. Et elle fait partie intégrante, elle fera partie intégrante du futur. Mais est-ce qu'on pouvait se permettre de juger et de penser quelque chose aujourd'hui sur ça? C'est peut-être un peu trop tôt encore. Floréal. Alors, Floréal a un mérite énorme à être ici aujourd'hui parce qu'il joue ce soir. Alors, on le remercie d'autant plus. Est-ce que vous voulez intervenir sur leur spectacle? J'avais une question, mais on a déjà répondu à cette question. C'est la frustration que j'avais de la solution qui n'a pas été donnée. Et je me posais la question. Donc, Bon. À propos, alors Floréal, là on a parlé de dystopie et vous nous parlez aujourd'hui de... Alors, moi je vais parler d'un monde parfait parce que finalement on est dans le thème de l'utopie, si vous voulez. Donc une dystopie positive, une utopie. Et moi je suis un peu partagé parce qu'il y a toujours quelque chose d'inquiétant dans la description d'une société idéale. Libérée des passions, où finalement la culture aurait vaincu la nature. Est-ce qu'on voudrait d'un monde normalisé, d'un bonheur obligatoire, on pense au meilleur des mondes de Wells, vivre dans une absence totale de troubles, sans tentation ni désir, avec pour devise communauté, identité, stabilité? La stabilité, c'est l'immobilité. Moi, je pense que l'imperfection est humaine, il faut accepter le défaut. L'écart à la norme, c'est-à-dire la tolérance, au sens de l'écart à la mesure exacte. Et je préfère une société tolérante à un monde parfait, figé dans un idéal artificiel. Alors, c'est pour ça que je vais évoquer une société comme celle où évoluent les quelques gamins dans une cité dont je vous ai déjà parlé dans une précédente chronique. Une société une cité où la vie est assez imparfaite pour qu'elle donne accès aux rêves, qu'elle donne envie d'horizon, où à supposer qu'on puisse l'atteindre, on n'a pas envie de s'y installer. Et je vais laisser parler maintenant Tonio, que vous connaissez déjà, vous faire quelques confidences à propos de son amie Nadia. C'est Tonio qui parle. Nadia, comme je l'ai dit, j'avais kiffé grave tout de suite, et sans me vanter, elle aussi, elle m'avait maté. Ça fait 2 ans presque que c'est ma meuf. Pourquoi ça a bien matché entre nous, j'en sais rien. Aziz, c'est le philosophe dans la bande. Aziz a une théorie sur le truc. Il a une théorie sur tout, de toute façon. Il va tomber malade, c'est sûr. Quand t'as le cerveau en surchauffe, le reste ne suit pas, c'est connu. Lui, il dit, c'est dans la tradition. Zarma, les bons philosophes, c'est tous des rebeux. D'après Aziz, c'est leur spécialité avec la poésie et le tagine.
Nous, on s'en fout de comprendre. Le matin, on se lève, pipi, café, et le reste de la journée, on laisse venir. On se prend pas la tête. Il y en a assez qui nous la prennent sans qu'on demande rien. Bon, je disais Nadia, je suis in love avec elle, quelque chose de sérieux. Au début, elle était comme les autres, on se vannait entre deux smacks, gentil quoi. J'ai compris que c'était sérieux quand elle est partie une semaine chez son oncle à Casa. Putain, une semaine, comment ça m'a paru long. Je la voyais tous les jours et d'un coup, le manque, un truc de ouf. Ma dope, c'était elle, j'étais addict. La semaine, je l'ai passée à tirer la gueule. Pas trop envie de traîner avec les autres, j'allais même pas au local. Je pouvais pas attendre. Et je pouvais pas l'appeler vu que le forfait free permet pas. Si j'avais eu de la thune, j'y serais allé là-bas direct dans leur bled. Comme je disais, Aziz m'a expliqué plus tard, pas à ce moment-là, j'aurais pas écouté. D'après les scientifiques qui ont étudié le truc, bordel, il y en a qui ont des tafs de malades, non? C'est à ça qu'on reconnaît si t'es un touriste ou si t'es vraiment amoureux, quand tu peux pas attendre. Moi, je pouvais pas, mais je l'ai fait quand même, pas le choix. Mais le kiff, je veux dire le super kiff, un truc que tu connais sûrement pas parce que c'est pas possible que ça arrive à des nasses comme toi. Je te connais pas, mais j'imagine. Le kiff, donc, je disais, ça a été après quand elle est revenue. On se quittait plus. Sauf la nuit, bien sûr, à cause de son père qui m'aurait démonté si je lui avais demandé de passer la nuit avec moi. Je veux même pas y penser, mais bon. Je rentrais, je pensais à ce qu'on avait fait dans la journée et je rigolais tellement tout seul que ma mère disait que j'étais devenu con. Nadia, je t'explique pas trop, je fais pas l'article, mais je peux pas m'empêcher de parler d'elle. Nadia, ça bouge quand elle parle, je vois que ça. J'ai toujours envie de l'embrasser, mais il faut pas, sinon elle dit que je l'écoute pas, et c'est pas qu'elle a un mauvais caractère, mais elle s'embrouille facile. C'est héréditaire. Son père a fait de la boxe à une époque. Maintenant, il fait de la manutention chez un grossiste de fringues. Ils vivent avec sa tante. Elle s'appelle Jamila. D'après Aziz, ça veut dire étonnante de beauté. Perso, avec tout le respect, je préfère la nièce. Vu que la tante, comme elle bouge pas de la maison et qu'elle passe son temps à la cuisine, son corps a proliféré en 3D dans des proportions que je vais pas te décrire. J'ai compris le danger. Nadia, quand on sera ensemble pour de bon, je la ferai sortir. Souvent, avec elle, on s'embrouille pour des conneries. Normal. Ça veut dire qu'on est vraiment ensemble. Tous ceux que je connais et qui roulent bien se prennent la tête. Ça réchauffe et c'est pas malfaisant, parce que tant que ça redescend aussi vite que c'est monté. Il n'y a pas de manque de respect. Juste une bagarre de territoire. Dans notre zone, les meufs, quand elles peuvent montrer les dents, c'est que le mec est soft. Et ça, je te garantis, c'est pas toujours gagné. Quand Nadia a eu 8 ans, sa mère, Aïcha, s'est barrée avec un agent d'assurance qui faisait du porte-à-porte pour La Fourmi, une compagnie suisse. Le type, gaulois, costard-cravate, à force de baratiner tous les cassos de la société, il avait pris la confiance. Vu le nom de la boîte, le père aurait dû se méfier, mais bon, comment il aurait pu imaginer ce qui allait se passer? Aïcha, la perle orientale, s'était cassée avec La Fourmi. Un jour, c'était l'anniversaire de Katia, on avait bu quelques coups et quand tout le monde s'est barré, en rangeant le bordel, on s'est trouvé à discuter, moi et le père de Nadia. Lui, je lui sentais un coup de déprime. Je ne sais pas comment on en est venu à parler de ça, mais je lui ai demandé s'il avait jamais voulu se remarier. Il m'a dit « J'ai eu l'occasion, mais trop dangereux. » Texto. J'ai laissé venir la confidence. Il me dit « Avec le temps, on sent le danger d'instinct. C'est un sens qui se développe. Avec n'importe quelle fille, la plupart en fait, tout est génial quand ça va bien et douloureux quand ça tourne mal. Avec Françoise, c'est comme ça qu'elle s'appelait, je sentais que c'était autre chose. Qu'au début, ça serait mortel au sens figuré et mortel au sens propre quand ça finirait. Parce que ça finit toujours, c'est ça le danger, fils, faut que tu le saches. Avec elle, cette Françoise, le risque était énorme. S'il y avait eu que moi, j'aurais tenté, mais j'avais Nadia, tu comprends. J'ai compris qu'il fallait pas trop se pencher sur cette fille. Pericoloso sporgelsi, comme on dit à la SNCF. Vous avez réveillé l'italien, hein. Bravo. Merci. Ça donne envie de retrouver vos jeunes dans un feuilleton. Hein. On y pensera pour la prochaine fois. D'accord. Guillaume Wouters, on en parlait tout à l'heure. Il y a quelqu'un que vous connaissez très bien qui veut vous poser une question. Bonjour, monsieur Wouters. Je souhaiterais savoir comment la conception de l'humanité idéale peut être influencée par la philosophie de Nietzsche et de Kant, et comment Kylian Mbappé, en tant que figure contemporaine, peut incarner ou pas ces idéaux. Vous l'avez reconnu. J'ai reconnu, oui, mon IA préféré du futur. Et votre réponse? Je pense que si Mbappé se met à la philosophie et que Nietzsche jouait au football, on pourrait s'en sortir. Magnifique. Ah, ouais. Ah, ouais.
Vous avez gagné le public hier soir avec votre équipe, mais là, vous le regagnez à vous tout seul. Vous êtes le Mbappé d'Annecy. Ah. Ah, ça, c'est le moment que vous attendez tous. C'est Nathalie. Voici tu peux. Nathalie, vous allez nous parler aujourd'hui du Botox. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est, Mais parce qu'on parlait de Mbappé, on a cette envie de... Quel rapport entre Mbappé et le Botox? Non, mais on est sur les valeurs fondamentales de la société. Ah ben donc, oui, bien sûr, oui. Donc autant se fabriquer tout de suite un visage à moindre coût. Ah, c'est ce qu'a fait Mbappé. Mais c'est pas non, moindre lui, coup, lui, je hein. sais pas. Non, mais c'est en fait peut-être que ses compagnes. J'y connais rien en foot. Je dis ça. Moi, j'y connais rien, Botox. Donc non, j'avais envie de vous faire travailler les muscles du visage pour vous offrir un petit Botox gratos. Et d'utiliser. Il y en a qui en ont besoin d'ailleurs. Hein. Il n'est jamais trop tard, il paraît. Non, ça c'est sûr. Pourquoi vous me regardez? Non, et alors, en revanche, il paraît qu'à partir de 40 ans, on perd le fameux collagène qui nous vendent ensuite à fond de crème, mais on peut compenser par du muscle. Donc musclon. Musclon. Hein? Et donc, on a mis dans la Gazette hier une chanson. Est-ce que vous l'avez reconnue? Oui, Full Sentimental, c'était pour faire un lien avec le spectacle qu'on a vu hier soir. Et alors, oui. Avec tous ces rêves d'être moins dans la consommation. Donc on essaie de chanter un bout. Full Sentimental. On a soif d'idéal. Attiré par les étoiles. Attiré par les étoiles, les voiles. Que des choses pas commerciales. Je propose qu'on refasse juste ce petit bout-là. Vous avez compris, on fait à chaque fois un tout petit bout, sinon on en a pour 2 heures et on peut pas. Non, Full Sentimental. On a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles. Que des choses pas commerciales. Donc, comment on va pouvoir se faire du Botox avec 2 zones de muscles sur notre visage, la zone des lèvres, où pour rajouter du grave dans la voix, on va mettre les lèvres en avant. Vous pourriez l'utiliser pour faire la voix de l'ours. Voilà, et donc on va faire la chanson comme ça, ok? D'accord. Alors il y aurait plein d'exercices, hein. On pourrait faire des petits exercices, des vrais exercices de muscu avec des petits psos, des trucs comme ça, mais là on n'a pas le temps, on va juste chanter comme ça, c'est vachement beau. Oh, ouais, vas-y. Full Sentimental. Allez-y, c'est magnifique. On a soif d'idéal. Regarde comme ils sont beaux. Attiré par les étoiles, les voiles. Que des choses pas commerciales. J'en vois qu'appuie pas assez encore. Full Sentimental. Vous devez avoir mal aux lèvres après, hein. Soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles. Que des choses pas commerciales. Voilà, et alors ça fait partie des trucs qui nous donnent accès au grave de la voix, parce qu'on crée un tube de dentifrice, là vous voyez les parois qui commencent, ça donne accès à la partie basse du corps qui amplifie le grave. Comment on va donner accès à la partie aiguë? En souriant énormément. D'accord, donc je vous propose d'être au max du sourire, vous sortez de votre lifting, il a coûté 50 000 € par jour. Et donc, si vous arrêtez de sourire, ça vous coûte très très cher. Alors bon, à moins d'être milliardaire, vous pouvez y retourner tout de suite. On y va? 1, 2, 3, et Full Sentimental. Et on entend le son est plus aigu, hein? Soif d'idéal. C'est assez fou, ouais. Attiré par les étoiles, les voiles. Que des choses pas commerciales. Encore. Full Sentimental. Soif d'idéal. Et tenez. Attiré par les étoiles, les voiles. Que Des choses pas commerciales. Mais là, on ressemble pas encore à Ariel Dombal. Parce que le truc, là, on a rajouté de l'aigu. Tout à l'heure, on a rajouté du grave en avançant les lèvres. Le truc, c'est de faire les deux en même temps. Donc, on va avancer les lèvres et on va soulever les joues. Il y a une autre image moins glorieuse qui est l'image de la poupée gonflable.
Ah, c'est Le quoi mec ça qui correspond. Bah, regarde. Ah oui, effectivement. Ah oui, vous ressemblez à ma poupée gonflable. Il connaît. Donc, du coup, vous avez les pommettes vers le haut hein, et les lèvres en avant, comme vous chantez, la bouche ouverte. Et donc, on est parti. Montrez-moi, attends, ils sont pas prêts. Il faut quand même décrire pour nos auditeurs que là, on a tout notre public qui se transforme d'un coup en poupée gonflable oui grâce à vous. Oui. J'ai devant moi une trentaine de poupées gonflables. C'est merveilleux, c'est un monde parfait, hein, Floréal. Ou une dystopie, ça je ne sais pas. Mais enfin, une dystopie, elle est là. Allez, on y va. C'est parti. 3 et... Full sentimental. On a soif d'idéal. Ils savent plus comment mettre leur visage. Attirés par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Merci beaucoup, vous êtes magnifiques. On a déjà fini. C'est incroyable, on est déjà arrivé à la fin de l'émission. J'ai une petite annonce à faire avant d'attaquer le final de l'émission. Il y a notre photographe, le photographe du studio Vincent Martin, qui est là-bas au bout, qui vous invite à venir le rejoindre cet après-midi à partir de 14h, Vincent. Ouais. Voilà, toute l'après-midi au studio photo pour vous faire tirer le portrait, c'est ça. Et puis vous pouvez vous prendre pour une poupée gonflable ou Ariane Global si vous voulez. Il est très fort aussi pour vous faire des grimaces, voilà. Donc, au studio photo, à 14h, toute l'après-midi. Voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose, Eddy ? Ah oui, mais attention parce qu'il va vous faire payer Bolloré. Hein. Ah oui, mais je m'arrangerai. Ouais. Toute cette semaine, on répète un mini spectacle de comédie musicale qu'on jouera demain dans la salle de spectacle à 15h. 15h. Oui, mais on l'annoncera de nouveau demain. Ah oui, non, mais j'avais peur. Et gratuitement. Oui. Non, j'oublie rien. T'inquiète pas. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. C'est PPEVI. C'est fini pour aujourd'hui. Avec Zitoun toujours à la technique. Jonathan RADOS qui est pas là, mais on peut le remercier quand même à la prise de son. Hein. Et sur une idée de Laurent Mandex-Bolloré, bien entendu, ces émissions. Demain, ça sera la dernière émission du festival cette année. Et nous parlerons du spectacle de ce soir, Figaro Divorce, de Don Von Horvath, où nous retrouverons notre chroniqueur célèbre, Floréal Daniel, et d'autres de la Compagnie de l'Incertitude de Bordeaux, mise en scène de Wahid Chakib. Et nous recevrons ici dans ce studio le comédien Marc Joliot. Merci Guillaume Wouter, c'était très agréable avec vous. D'ici là, vive les mots, vive les actrices, vive les acteurs. L'art et la parole sont... Résistance. Chibobo. Chibobo.